The very idea of dominating the natural world stems from the domination of human by human. Bonjour et bienvenue dans Écho, le podcast qui lie écologie et social. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy et on va vous parler pour la deuxième fois de la décroissance. La décroissance est malheureusement un mot fourre-tout et on ne sait jamais vraiment à quoi on a affaire lorsqu'on utilise le terme. Baisse de la consommation, baisse de la production, baisse du temps de travail, baisse des activités tout court, sortie progressive et modérée d'une société de concurrence économique ou rupture avec le modèle sacro-saint de la croissance pour elle-même, la décroissance c'est tout cela. Dans cet épisode, on voulait surtout pousser la logique de la décroissance jusqu'au bout et tenter d'analyser les mécanismes proprement économiques qui causent actuellement des désastres écologiques. Commençons par le plus intuitif. Quand on entend décroissance, on pense à une espèce de pente, un peu l'inverse des différentes courbes ascendantes des derniers siècles, c'est-à-dire l'augmentation de la production de la valeur économique, des industries, des inégalités, des flux de circulation, de la pollution, et j'en passe. Cette pente, il faudrait la descendre un peu comme on l'a montée, graduellement, en douceur, pour éviter la chute. En somme, il faudrait enclencher un mécanisme qui irait de plus en plus loin et de plus en plus vite pour la déconstruction de nos modes de vie, mais qui n'aurait eu besoin que d'une petite poussée au départ. Prenons un exemple de cette manière de penser. Si on taxait plus les propriétaires des grandes entreprises pour financer une transition, un autre mot fourre-tout d'ailleurs, on aurait presque mathématiquement moins de bénéfices pour eux, car ils auraient moins d'opportunités d'exploiter des ressources pour faire du profit. Et, au fil du temps, il y aurait une sorte de rééquilibrage entre exploitation et préservation, jusqu'à ce qu'on puisse vraiment prendre en main la production des choses pour contrôler directement les conséquences que nous voulons avoir sur notre environnement. Bon, ça va prendre du temps d'expliquer pourquoi tout ce qu'on vient de dire, c'est très simpliste, voire même faux. Pour l'instant, on va se concentrer, comme vous l'avez remarqué, sur la décroissance économique, même si évidemment d'autres formes de décroissance y sont liées. Si on résume, la décroissance économique, ça serait de la désaccumulation, c'est-à-dire une réduction progressive de la valeur des choses produites. En d'autres termes, on produirait moins. Ok. Mais en fait, est-ce qu'on peut désaccumuler ? C'est-à-dire, est-ce que faire diminuer la production, ça a un sens ? Et si oui, comment est-ce qu'on fait ? Ce qu'il faut rappeler déjà, c'est que la production de ces choses, si problématique écologiquement, c'est pas simplement une action sur le monde, sur l'environnement, c'est aussi une action à l'intérieur de la société. Une action de produire qui est causée par des processus sociaux, des rapports sociaux. Ce système économique, c'est un système d'échange et de propriété dans lequel le monde est malheureusement de plus en plus en train de vivre, ou de mourir, c'est au choix. Vous allez voir que dans cet épisode, on va d'abord s'éloigner un petit peu des thématiques écologiques, mais ce sera que pour mieux y revenir. Le système dont on parle, c'est un système dans lequel une personne A peut avoir une propriété et faire utiliser cette propriété à une personne B dans le cadre de la production de quelque chose, d'un bien par exemple. À notre échelle, on peut voir que ça correspond à un propriétaire, par exemple à un patron d'une entreprise, qui fait utiliser sa propriété, ses usines, ses machines, etc., par d'autres personnes, ses employés, en échange d'une partie des bénéfices. Nous, on appelle ça le capitalisme, parce que c'est un système d'échange et de propriété qui est particulièrement frappant dans notre monde contemporain. Dans ce système, toutes les propriétés, ou presque, sont échangeables, et le seul moyen, ou presque, d'acquérir quelque chose, c'est par l'échange. Autrement dit, c'est la concurrence pour tout et partout. Dans ce cadre, on peut entrevoir quel lien faire entre la croissance et l'écologie. Si on vit dans un système où satisfaire nos besoins, ça passe par des relations sociales d'échange dans lesquelles il faut avoir quelque chose à échanger, et dans lesquelles certains et certaines personnes ont plus à échanger que d'autres, il s'établit des relations disproportionnées. Celui qui a le plus peut avoir toujours plus, tandis que celui qui a le moins risque d'avoir toujours moins. Ainsi, la propriété des choses est de plus en plus polarisée, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et ces propriétés, bien sûr, ça inclut le monde vivant. Les champs, les forêts, les rivières, les animaux, etc. On voit tout de suite le problème. Premièrement, si seulement une partie de la population possède le monde vivant, on n'a pas tous le moyen de les empêcher de les détruire. On n'a plus le pouvoir de décision sur comment on gère notre espace de vie. Et deuxièmement, une société d'échange, c'est une société où il faut continuellement échanger pour se maintenir à flot. Et ça favorise la surexploitation du monde vivant. Parce que quand on a une propriété, il faut alors l'utiliser pour
éviter de tomber du côté de ceux qui n'ont rien. La plupart des écologistes savent bien que le capitalisme est au mieux inadapté pour gérer nos interactions avec le reste du monde vivant. Mais là, on parle de quelque chose de plus fondamental, du fait de pouvoir échanger des droits sur quelque chose ou des choses elles-mêmes. Le rapport de tout ça avec la croissance, c'est que même si une société pratique l'échange et la propriété du monde vivant sans que leur exploitation ne grandisse, il y a toujours une possibilité que ça prenne une forme d'accumulation croissante. Parce que, comme on l'a dit, la croissance économique, c'est avant tout l'augmentation de la valeur produite. Mais de quelle valeur on parle ? Est-ce qu'on parle de la valeur qu'a une chose pour nous quand on l'utilise, comme de la valeur de la nourriture quand on a faim ? Si c'était le cas, parler de croissance, ça voudrait simplement dire parler d'une augmentation de la satisfaction des besoins. Mais ce n'est pas de cette valeur-là dont on parle, dans les faits. Ce dont on parle, c'est de la valeur qui peut se mesurer, se comparer avec d'autres choses, comme par exemple un pain qui pourrait valoir la même chose qu'une pomme. Un système qui est basé sur l'échange implique de supposer qu'il y a une valeur commune aux choses que tu échanges. Le seul problème, c'est que cette valeur est en bonne partie relative aux besoins de chacun. Évidemment, il y a des besoins de base qui sont assez universels, comme le fait d'avoir besoin d'eau pour survivre, mais la valeur économique, ça présuppose que tout le monde a les mêmes besoins, en même quantité, ce qui n'est pas le cas. Et il y a une chose qui nous concerne plus directement, en tant qu'écologiste. C'est le fait que cette valeur illusoire, qu'on peut appeler la valeur d'échange, elle est intégralement abstraite et déconnectée du monde, et qui plus est du monde vivant. Quand on mesure la valeur d'une chose, avec l'intermédiaire d'une monnaie par exemple, on fait abstraction de la manière dont on l'a faite. Les conditions dans lesquelles on produit aujourd'hui, on le sait assez, ont des répercussions environnementales. C'est ce qu'on appelle des externalités en économie. Le principe d'une externalité, c'est toutes les choses qui ont eu lieu en amont ou en aval de l'échange, mais qui ne sont pas prises en compte dans l'échange. Et quand cette chose, c'est une destruction du monde vivant, par exemple des rejets polluants, la déforestation, etc., ça n'a pas d'incidence directe sur la valeur de la chose produite. Or, le principe de base d'une société écologiste, c'est la prise en considération de nos interactions avec le reste du monde vivant dans toutes nos activités, non ? Une société où les rapports sociaux de subsistance sont basés sur l'échange et non sur la solidarité ne peut espérer pratiquer le genre de rapport d'interdépendance bénéfique qu'il faudrait adopter vis-à-vis du monde vivant. Une société où survivre implique d'abstraire une valeur de quelque chose dans le cadre d'un échange, c'est le strict opposé d'une société de production et de répartition rationnelle, où ce sont les besoins et les moyens, ainsi que les capacités locales des écosystèmes, tels qu'ils sont déterminés par les gens eux-mêmes, qui comptent. Dans ce cadre, les séparations qui constituent la base de notre organisation sociale, les gouvernants et les gouvernés, les propriétaires et ceux qui ne le sont pas, l'homme et son environnement, peuvent être considérées comme des causes à la crise écologique. La cause de cette crise, ce n'est pas simplement que nous utilisons les ressources de notre environnement. Les autres êtres vivants font la même chose après tout. Non, la cause de cette crise, c'est que nous les utilisons dans un cadre où l'accumulation, la privation et l'obligation d'échanger entraînent une surexploitation par rapport aux capacités de cet environnement. Quand la Terre est un enjeu de conflit social, son exploitation prend un sens nouveau, progressivement détaché de tout impératif de reproduction ou de survie matérielle. Cette exploitation devient la condition d'une survie sociale et d'une production qui n'est pas motivée par la nécessité des besoins vitaux, ni même par le luxe d'une vie confortable, mais par la nécessité sociale du conflit. Il ne s'agit pas, heureusement, d'un fonctionnement éternel, et la conflictualité sociale dans laquelle le monde vivant est utilisé et exploité tient à une certaine organisation géographique, politique et idéologique que la décroissance nous suggère de dépasser. Évidemment, lorsqu'on pense à la décroissance, on a en général d'autres choses en tête que tout ce que nous venons d'évoquer. On ne pense pas à dépasser une économie basée sur l'échange, ni même à abolir la valeur. Est-ce que tout ce qu'on vient de dire est à côté de la plaque de la croissance ? En fait, nous, il nous semble que c'est directement lié. La croissance, c'est pas quelque chose qui vient se placer en plus, au-dessus d'une économie qui est basée sur le conflit. En fait, c'est la conséquence logique du conflit social quant à la répartition des ressources et du travail. Son but premier n'est pas de satisfaire les exigences matérielles, mais d'entretenir un rapport de force. Un projet de société qui entendrait dépasser un rapport exponentiel à la production, un rapport exponentiel à l'échange, doit prendre en compte les causes de cette accumulation. La croissance n'est pas, comme on l'entend parfois, le résultat d'une société malade ou destructrice par essence, d'une tendance naturelle de certaines sociétés à tout détruire par l'accumulation et la lutte pour les ressources. Si nous voulons avoir un projet de société écologique qui passe par la remise en cause de certaines productions, de l'organisation de la production et de la consommation, ainsi que de l'idéologie qui sous-tend toute cette organisation,
nous devons dépasser cette critique morale de la croissance. En rester à une critique superficielle de la croissance nous fait courir le risque de décroître à l'envers, enlever à ceux et à celles qui n'ont rien, et blâmer à coups de moraline ceux et celles qui ont tout le reste. De même, attaquer tous les secteurs de la production serait une erreur grossière. Rejeter tout produit car il sert les intérêts dont nous voulons nous débarrasser, sans prendre en compte l'intérêt du produit en lui-même, mènerait à un genre de décroissance forcée et humainement difficile à vivre. Prôner de se départir des objets qui nous entourent pour être plus libre, de se détacher de toute aisance matérielle, de retrouver une simplicité perdue, n'a pas de valeur en soi. Vivre simplement n'est pas plus moral ou plus humain que vivre entouré d'objets. Après tout, si notre confort dépend de l'exploitation d'autrui, faut-il se détacher du confort ou bien de l'exploitation elle-même ? Il faut plus qu'une petite poussée de départ. Il faut une rupture, un trébuchement, une remise en cause. Pas de nos aspirations à la complexité matérielle, à l'aisance ou à la liberté de faire, mais de la fausse nécessité que nous avons incorporée, que la production ça suppose l'exploitation, et que notre confort suppose la destruction. L'augmentation de la qualité de vie est fondamentalement compatible avec la diminution des destructions environnementales. S'il est difficile de concevoir ceci pour les Occidentaux, n'y a-t-il pas un lien direct entre l'arrêt de l'exploitation néocoloniale des sociétés et des environnements et l'augmentation de leur qualité de vie ? La remise en cause de la culture du confort peut certes se baser sur une idéalisation de la vie simple et le mépris de toute revendication de liberté matérielle. Vous savez, ce sont ces phrases comme « ils n'ont rien et pourtant ils ont tout ». On n'est jamais si libre que lorsqu'on n'a rien du tout. Si cette logique est souvent en filigrane, car elle est après tout trop ouvertement raciste, elle sous-entend trop souvent nos conceptions de ce que c'est qu'une vie écologique. Celle-ci serait une vie simple, sans fioritures, sans le luxe de pouvoir contrôler son temps, par exemple par l'automatisation, sans le pouvoir de ne plus se soucier de tout le temps, bref une vie déchargée d'une partie de son poids. Au contraire, nous pensons que la vie dans une société écologique sera une vie qui ne tournera pas le dos aux exigences secondaires, qui ne reniera pas totalement la production de biens inutiles. En revanche, elle aura résolument tourné le dos à une production abstraite, qui est bien pire que la production inutile. La production abstraite de valeurs brouille la frontière entre l'utile et l'inutile, et explique pourquoi il semble si dur de comprendre ce dont nous devons nous détacher, et pourquoi tant d'écologistes se tournent vers le rejet pur et simple de toute production un tant soit peu complexe. Il nous semble que l'idée que se font la plupart des gens de la croissance, c'est-à-dire une satisfaction toujours plus parfaite des besoins, n'est pas rejetée en soi. Ce qu'il faut rejeter, c'est l'utilisation de cette idée pour justifier un phénomène d'intensification d'une production aux externalités destructrices, d'accumulation de la propriété et de colonisation de la terre. Croire qu'il y a un lien direct entre ces deux sens très différents du terme croissance, c'est oublier que la relocalisation de la production et la diminution des marchandises vont de pair avec une plus grande satisfaction des besoins. Venir à bout de l'éclatement du monde en sphères distinctes, prises dans un rapport de force, va augmenter la qualité de vie de la plupart des gens. Prêcher la sobriété serait alors prêcher dans le vide, car il n'est pas du tout sûr qu'une fois notre autonomie retrouvée, ces sociétés cherchent à satisfaire leurs besoins par les mêmes procédés destructeurs. Au contraire, disposer d'une autonomie, c'est bénéficier certes d'une liberté, mais également de limites, des limites géographiques et écologiques qui rendent nécessaire une réflexion approfondie sur ce qu'on choisit de faire avec notre environnement. La décroissance a donc plus à gagner, écologiquement parlant, à choisir une voie d'émancipation collective plutôt qu'une restriction imposée. On n'est jamais si disposé à être économe que lorsqu'on est responsable de son rapport avec l'environnement. Or, ce rapport est avant tout matériel. Il ne faut pas se libérer des choses pour sauver le monde, mais se libérer tout simplement. La solution serait donc quelque part dans l'abolition de la production pour la production, du productivisme, qui réduit le fonctionnement et le but d'une société à sa capacité de production. Mais le productivisme n'est pas un système social en soi, c'est une construction idéologique, un idéal à atteindre. Lutter contre le productivisme sans lutter contre son soubassement matériel, ça reviendrait à vouloir décroître, mais en symbole. C'est exactement ce que propose l'architecture minimaliste, ou la sobriété onéreuse des produits entre guillemets écologiques. Vouloir décroître implique de se demander quel type d'économie est la plus à même d'entretenir des rapports non destructeurs avec le reste du monde vivant. En cela, l'idée de la décroissance est stimulante, car elle suggère une critique de beaucoup d'autres notions qui lui sont liées. L'accumulation rendue possible par la propriété, la transformation de la terre comme une marchandise, la mise à distance par le colonialisme des externalités du productivisme.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on espère que cet épisode n'était pas trop compliqué. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'écouter plusieurs fois et éventuellement nous faire des retours en commentaire. En tout cas, pour nous, c'était important de passer par ce type de raisonnement parce qu'on a souvent tendance à en rester à une espèce de superficialité de la critique de la croissance et on voulait rentrer un peu plus dans le vif du sujet. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite avec une autre lecture, cette fois-ci de Daniel Tanuro, un chapitre de son livre L'impossible capitalisme vert, qui vous le verrez est assez lié avec ce qu'on a développé aujourd'hui. Et en attendant, prenez soin de vous. À la prochaine. Salut!